Bonsoir, on est le 3 février, j'ai bon souvenir c'est un mercredi et il est 20h51. Et c'est une petite, voilà, c'est vraiment une petite vidéo à chaud, c'est pas sur l'actualité, enfin si d'une certaine manière. C'est parce que je viens de regarder une vidéo, ça se passe aux États-Unis, c'est des reporters qui interviewent une femme qui a été une militante de QAnon et qui a cessé de l'être et qui explique ce que c'est que de croire à ça. Alors je rappelle en deux mots, QAnon, c'est un mouvement aux États-Unis, c'est absolument complotiste. Ça vous parle de choses, bon, je ne vais pas vous faire l'énoncer, c'est tellement invraisemblable. Euh, mais en tout cas, ils étaient convaincus que Trump est une espèce d'archange qui allait le jour le 6 janvier au moment de l'insurrection, qu'il allait apparaître, que l'armée allait être là, qu'on allait juger sommairement les démocrates qui sont tous des pédophiles et qui entretiennent une colonie sur la face cachée de la Lune. Bon, donc vraiment du très très grand n'importe quoi. Et j'écoutais cet entretien avec cette femme. Et ce que les reporters avaient l'impression de découvrir, c'était des choses qui vous étonneront pas. C'était le pouvoir nocif des réseaux sociaux qui colportent ce genre d'informations absolument bidons. L'influence nocive du fait d'être isolé comme dans un confinement, le fait de devenir déprimé pour une raison X ou Y, la principale étant le fait qu'on gagne très peu d'argent dans des situations comme celle-ci, que beaucoup de familles américaines qui étaient déjà dans une situation pas trop facile, pas trop aisée, dépendent maintenant essentiellement de l'aide des food stamps, bon, les bons alimentaires et d'autres choses, etc. Des explications qui ne sont pas fausses, mais qui sont, je dirais, d'ordre extrêmement classique pour expliquer ça. Ça n'explique en tout cas pas le confinement, ça n'explique pas en particulier pourquoi il y a des gens qui sont des complotistes avant même qu'il y ait des crises importantes, pourquoi il y a des gens qui sont soit dans cette disposition d'esprit de croire des choses voilà, qui ne tiennent vraiment pas debout. Et en écoutant, il m'est venu une toute autre idée. Pas du tout ce qui venait à l'esprit de ces personnes qui interviewaient cette dame, une dame de 27 ans, apparemment d'un milieu assez modeste. Il m'est venu tout à fait autre chose. Et avant de vous le dire, je vais faire un tout petit détour. Il y a un psychanalyste de la première heure, Otto Rank, qui était un Viennois. Il s'est rapidement disputé avec les autres psychanalystes, il a été exclu assez rapidement. Il a rencontré des gens intéressants par la suite, en particulier Carl Rogers de la psychologie rogerienne aux États-Unis par la suite. Il est mort relativement jeune. Il avait écrit un livre qui s'appelait Le traumatisme de la naissance. Voilà. Euh, c'est un livre qui explique nos attitudes en deçà du complexe d'Oedipe auquel Freud tenait tout particulièrement. Il explique beaucoup de choses dans notre vie par ce traumatisme que doit être la naissance. Et en particulier, bon, il s'intéresse à la culture, aux mythologies, etc., et rattache un certain nombre de choses à ce qui doit être l'expérience que nous avons entièrement refoulée dans le vocabulaire psychanalytique. C'est l'expérience dont nous ne nous souvenons plus, euh, mais qui peut-être détermine certains de nos comportements. Si j'ai repensé à Rank il y a quelques mois, c'est parce qu'il m'était venu une interrogation. Voilà, c'était une situation tout à fait banale. J'étais dans ma baignoire, je me lavais les cheveux, je l'avais shampouiné, et puis j'allais tremper ma tête par derrière, c'est-à-dire plonger un bref instant dans l'eau, sous l'eau. Mon visage allait être sous l'eau pour me débarrasser entièrement du shampoing. Et au moment de le faire, je me dis que tu as toujours une appréhension assez terrible quand même au moment de faire ça. Bon, est-ce que tu crains de te noyer? Est-ce que tu crains que quelqu'un arrive tout à coup et t'enfonce la tête sous l'eau et que tu ne puisses pas ressortir? Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ça les jours qui ont suivi.
Et il m'est venu assez rapidement, comment dire, une compréhension meilleure de ma crainte. Ma crainte, c'était que au moment où ma tête sort de l'eau et où je rouvre mes paupières, qu'il y ait un visage très très proche de moi, qu'il y ait un visage qui soit là. Bon, bien entendu, ça n'a aucune réalité. Le temps qu'il faudrait d'abord à quelqu'un à rentrer chez moi, puis à entrer dans la salle de bain, et puis que sur cette seconde ou 2 secondes, de 3 secondes maximum de temps où je suis en train de me débarrasser du shampoing dans l'eau de la baignoire, c'est pas réalisable pour que quelqu'un arrive en courant très très vite et mettre son visage à proximité du mien au moment où je sors de l'eau, où je rouvre les yeux. Et quelques jours plus tard, bon, quand on a fait une psychanalyse, on a l'habitude de faire des petits bouts d'auto-analyse. On sait comment il faut faire, on sait dans quelle direction il faut aller. Et donc, première question, pourquoi cette peur? Deuxième stade dans la réflexion, un visage tout près du mien. Et puis, voilà, un souvenir, une explication. Et puis tout à coup, il me vient quelques jours plus tard, c'est le docteur Lambert, c'est le visage du docteur Lambert. Alors, qui est le docteur Lambert? C'est la personne qui a accouché ma maman. Et c'est, m'a-t-on dit, la première personne que j'ai vue, parce que le docteur Lambert faisait ce que font les médecins accoucheurs, ils regardent si tout se passe bien. Et donc voilà, pendant cette dizaine d'années, j'ai eu peur de revoir le visage du docteur Lambert. Bon, ça nous renvoie, n'est-ce pas, chers amis, à ce que je viens de dire sur le traumatisme de la naissance. Il y a peut-être moyen de trouver des trucs qui ont un rapport avec cette histoire de traumatisme de la naissance qu'on peut postuler. On peut postuler que bon, ça doit être une expérience tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que dans ma propre psychanalyse, il est arrivé un épisode où j'ai demandé, où je racontais ce qui se passait, les sensations que j'avais. Je disais ça tout à mon psychanalyste, Philippe Julien. Et j'ai dit, au bout d'un moment, j'ai dit, je crois que je reconnais ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est pas ma naissance? Et il m'a dit, oui, oui, c'est ma naissance. Et c'était assez pénible. C'était assez pénible. En particulier, il me revenait des sensations et comment dire, des sensations, des bruits, des choses comme ça, qui m'étaient venues souvent dans mon enfance comme étant, voilà, un thème de cauchemar. Mais un cauchemar sans contenu. Un cauchemar simplement en termes de, je dirais, de sensations et de bruits vaguement entendus. Et donc, il est possible, voilà, que ça aussi, déjà, ce cauchemar d'enfance, sans contenu précis, sans histoire qui se déroule, sans personnage, sans quiconque qui vous raconte quelque chose, que ce soit de l'ordre du traumatisme de la naissance. De la même manière que cette peur irraisonnée, cette phobie d'un visage qui serait tout près du mien. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça à propos de cette dame qui explique comment elle est sortie de son envoûtement, de QAnon, de théorie très très curieuse à laquelle elle croyait. Parce que moi, ce que j'ai entendu la chose suivante. J'ai entendu cette dame qui a dit, à propos, pour justifier le fait qu'elle y crut des âneries tout à fait manifestes, on ne me la fera plus. Je m'étais dit qu'on ne me le ferait plus, qu'on me le ferait plus. Et donc, cette attitude de on ne me le ferait plus, c'est une attitude, bien entendu, qui vous dispose à croire des gens qui vous disent je vais te dire l'explication qu'on t'a toujours cachée. Nous accueillons favorablement les gens qui nous disent je vais te dire maintenant la chose qu'on t'a toujours cachée. Nous avons un sentiment, nous avons peur. Nous avons peut-être une attitude ambivalente vis-à-vis de cette personne. Mais quand elle dit la vérité et que nous nous convainquons que c'est la vérité et qu'on nous a toujours caché cette vérité, nous lui en sommes d'une certaine manière reconnaissants. D'une manière ambiguë, d'une manière ambivalente, on aurait préféré peut-être rester dans le mythe auquel on croyait auparavant. Et c'est qui cette personne? Qui est cette personne qui vous dit je vais te dire la vérité sur la chose qu'on t'a toujours cachée? C'est celle qui nous parle du Père Noël ou Saint-Nicolas pour ceux d'entre nous qui vivent dans des régions proches de la culture germanique. Saint-Nicolas, Sinterklaas ou bien le Père Noël.
la personne qui nous a dit, c'est une foutaise, c'est pas vrai. Cette personne avait raison, elle avait raison de nous dire ça. Et celui qui nous a dit, à cette question qu'on a posée des centaines de fois, d'où viennent les bébés, qu'on nous a raconté n'importe quoi sur les roses, les choux, les cigognes, des pays lointains où on fabrique les bébés dans des fabriques, la personne qui nous a dit non, ils viennent du ventre de la maman, cette personne-là, elle nous a dit la vérité. Et quelle a été notre réaction à ce moment-là, devant le Père Noël ou le Saint Nicolas, ou devant d'où viennent les enfants? La vraie explication, on a dû se dire, on me le fera pas une deuxième fois. On me racontera plus jamais des bobards comme ça, et que je l'ai cru comme un imbécile pendant aussi longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme du Père Noël ou un traumatisme d'où viennent les bébés qui fait que par la suite, nous sommes prêts, au contraire, à gober n'importe quelle connerie parce que la personne qui nous le dit en fronçant les sourcils, en disant c'est une chose qu'on t'a cachée, mais voilà la vraie explication. Voilà, c'est un petit peu je dirais, de la psychanalyse de comptoir, venant d'un vrai psychanalyste, mais une idée qui m'est venue comme ça, euh, cette prédisposition à l'explication complotiste, elle a peut-être quelque chose à voir avec un type d'événement qui est proche, qui est propre à notre culture, mais qui est partagé pratiquement par tous les enfants du monde. Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention à ça quand je faisais de l'anthropologie, si on cachait de manière aussi systématique aux enfants de grandes vérités comme on le fait dans notre culture, mais peut-être que ce n'est pas une bonne chose du tout que l'adulte auquel on a fait confiance soit ensuite quelqu'un dont on se dit il m'a fait un sale coup qu'on ne me fera pas une seconde fois et maintenant je suis sur mes gardes. Voilà, allez, bonsoir.